petite commission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Moi, je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice petite enfance et thérapeute et avec les crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus avec joie Emma Laporte. Elle est actuellement directrice de l'école Montessori bilingue Petite Canaille et dans une volonté d'approfondir et d'enrichir sa pratique professionnelle par des connaissances actualisées en lien avec les sciences de l'éducation et des neurosciences, Emma a récemment obtenu avec succès un diplôme universitaire en neuroéducation dont elle va nous parler plus précisément. Pour moi, c'était une évidence de l'inviter dans ce podcast, d'une part pour mieux comprendre son parcours et les apports concrets de cette formation, et d'autre part pour partager au plus grand nombre ses connaissances qui, je crois, viennent confirmer la cohérence entre la pédagogie Montessori et les découvertes récentes en neuroéducation. Ce qui rend sa démarche particulièrement précieuse, c'est qu'Emma a suivi ce DU avec la volonté claire de transmettre ses savoirs aux professionnels de la petite enfance. Beaucoup se posent aujourd'hui des questions sur ces sujets et ont besoin d'éléments de réponse à la fois rigoureux et directement applicables sur le terrain. C'est avec cette intention que je vous propose cet épisode avec Emma. Bonjour Emma et bienvenue à toi. Bonjour Lika, moi aussi ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Trop bien. Peut-être que je vous invite à écouter les précédents épisodes avec Emma et même des lives qu'on a pu faire, des masterclass. Mais est-ce que tu peux, pour les nouveaux arrivés, te représenter rapidement, peut-être nous dire ce qui t'a amené sur cette trajectoire, j'irais, à la fois d'expérience, de connaissances, qui fait que tu es aujourd'hui cette professionnelle. Alors, déjà, effectivement, tu m'as présenté, donc je suis, diplômée éducatrice Montessori pour les 3-6 ans, en français et en anglais et je suis aussi diplômée, éducatrice Montessori pour les 0-3 ans. Donc comme tu le disais bien, heu, j'ai suivi la formation, universitaire de neuroéducation à Paris-Cité. Il se trouve que, en septembre 2024, j'ai assisté au congrès international sur les neurosciences, l'éducation et la protection de la petite enfance à l'UNESCO. J'ai eu cette chance parce que, les petites canailles m'ont permis, de pouvoir assister, à ce congrès et lors de ce congrès, il y avait un certain nombre de tables rondes. Des tables rondes qui étaient faites par des, professeurs comme, le professeur Ghislaine Dehaene, qui est, professeur et directeur de recherche au CNRS, par, le docteur, Grégoire Bors, qui est directeur de laboratoire, de psychologie et du développement de l'enfant à l'université Paris-Cité, du docteur Adèle Diamond, qui est professeur en neurosciences. Et donc, en fait, il y avait certains sujets qui étaient abordés, comme comprendre comment les jeunes enfants pensent et apprennent, réduire les inégalités de développement et d'apprentissage. Et en fait, quand j'écoutais toutes ces tables rondes, ça m'a vraiment fascinée. Et ils ont parlé du diplôme de neuroéducation de Paris-Cité. Et donc, j'ai tout de suite eu envie de m'inscrire. Donc, je sais qu'il y a, effectivement aujourd'hui, un appétit, de plus en plus grand pour, les neurosciences et la neuroéducation, excuse-moi. Et en fait, ce que j'avais envie, c'est aussi de pouvoir m'appuyer sur les connaissances scientifiques, heu, qu'on a à ce jour pour éviter les croyances, les idées reçues. Et je trouve que dans, le domaine des apprentissages, de l'éducation, de la petite enfance, parfois on peut rencontrer, on peut avoir des idées reçues, des croyances, imaginer que quelque chose fonctionne parce que on a des biais, parce qu'on les a mis en place et que donc nécessairement on pense que ça marche. Et donc ce diplôme, il m'est apparu vraiment comme, la réponse à,
c'est cette intuition. J'intuitais un peu que, en fait, comment sortir de ces idées reçues, comment sortir de ces croyances, comment pouvoir répondre à ça de manière posée et scientifique. Et donc voilà, je me suis tournée vers ce diplôme universitaire de neuroéducation. Super. J'imagine qu'en plus la richesse, en plus de la richesse de, des sujets à aborder, sur lesquels on va revenir un petit peu, parce que tu m'as tendu plein de perches là en les énumérant, il y a aussi la richesse de partage entre professionnels convaincus d'une promotion. Enfin, c'est ça aussi qui est appréciable dans le cadre d'un diplôme universitaire. Tout à fait et en fait, il y a beaucoup de pédagogues, qui sont intéressés par ces sujets-là et qui, se disent qu'effectivement, ils se retrouvent un peu bloqués avec, Mm. des changements, rapides, de direction au niveau de l'éducation et donc Mm. qui, aimeraient s'appuyer sur les connaissances actuelles, scientifiques pour pouvoir avoir un temps plus long et pouvoir mettre en place au niveau, éducatif des, des expérimentations plus longues pour pouvoir voir si elles fonctionnent et comment elles fonctionnent et puis s'appuyer sur ce qu'on sait déjà pour Mm. arrêter de, proposer des nouvelles choses que l'on connaît déjà ou qu'on a déjà expérimentées et qui ne fonctionnent pas. Voilà. Bien sûr, ouais, OK. Si on fait un focus peut-être sur, le secteur de la petite enfance, en tout cas ce qui nous intéresse là, des enfants, entre, 0 et 3 ans, donc notamment des si on s'adressait à des professionnels ou à des parents, d'enfants accueillis en crèche, quels pourraient être les principaux enseignements qui te semblent, absolument pertinents à retenir ou à transmettre ou à transmettre? Alors, j'ai bien réfléchi à toutes ces questions que tu m'avais posées, pour que, je puisse structurer ma pensée et donc, je crois que la première chose, qui m'a, moi, en tout cas, impactée et fait réfléchir, c'est tous les pédagomythes, toutes les idées reçues, Mmh. tous les Mmh. neuromythes qui sont Mmh. importants de déconstruire. Alors ça, c'est Mmh. vraiment la chose qui, l'entrée, en matière qui m'a le plus plu. Parce que directement, on a pu déconstruire quelque chose, qui est ancré Mmh. et qui est partagé, par le monde de l'éducation. Quand je parle du monde de l'éducation, c'est vraiment, à partir de 0 jusqu'à, 25 ans, et qui, vraiment a besoin d'être, revu pour qu'on puisse s'appuyer sur, des, la réalité, du développement de l'enfant entre 0 et 25 ans. Après, effectivement, moi, je pense que connaître le cerveau pour mieux travailler avec les enfants, bah, c'est super important. J'aime bien l'idée, imaginons qu'on a un chirurgien, qui doit opérer, du cœur. S'il n'a pas la connaissance de l'anatomie du cœur, bah, ça reste quelque chose de compliqué et donc en fait, moi je me dis: «Voilà, je travaille, mes équipes travaillent avec le cerveau des enfants, des Mmh. jeunes enfants. Si on ne Ouais. connaît pas le cerveau, comment on peut travailler avec?» Et donc ça, c'est quelque chose à mon avis, qui fait partie des fondamentaux, de Mmh. l'accompagnement, des enfants. Après, je pense qu'il faut, s'informer scientifiquement. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, autour, des apprentissages et du développement, cérébral, des enfants et des jeunes adultes et pouvoir s'informer de manière, scientifique, c'est-à-dire auprès, de de scientifiques, de réels scientifiques Mmh. et non pas, Mmh. de, personnes proclamées, sachantes. Ouais. C'est quelque chose qui me semble en tout cas, important. D'autant qu'aujourd'hui, on sait que la science et le terrain essayent de travailler main dans la main. Et donc ce Mmh. n'est pas juste, des propositions de laboratoire, c'est vraiment une proposition avec les apports du terrain et les apports scientifiques. Et à Mmh. mon sens, c'est ce qui est, important de faire. On ne peut pas Ouais. continuer à imaginer des choses en sachant ce qu'on sait scientifiquement à ce jour.
Oui, et comme tu l'as dit, l'idée, c'est de ne plus compter que sur des intuitions, mais d'aller chercher, en fait, ce qui te permet de rendre, ces intuitions, ancrées, quoi. Enfin, en tout cas, au plus près de la vérité, de ce qui a été vérifié, de ce qui est partagé, de ce qui est, observé communément, heu, de ne plus agir aussi, enfin moi, c'est comme ça que je le perçois, et à chaque fois que je me forme, de ne plus agir un peu en mode cavalier seul de son coin, avec une conviction, tu vois, des observations, mais de te rattacher à des références scientifiques, de te rattacher en fait à un blocus qui avance de manière structurée, et encore une fois dans une démarche scientifique. C'est même rassurant pour les professionnels que de se rattacher à quelque chose de plus grand et de vérifier. Ouais. Et puis pour éviter, de réitérer les mêmes erreurs. Oui, complètement. Mmh. Voilà, sortir de quelque chose dont on sait que ça ne fonctionne pas, donc on va pas Mmh. recommencer éternellement à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Bien sûr. Ce que j'ai retenu aussi de ce que tu disais, et ce qui me touche particulièrement, parce que vraiment c'est un sujet, de recherche qui me fait beaucoup réfléchir là depuis quelques années, c'est la réduction des inégalités, hem, de développement et d'apprentissage. Tu vas nous redire un peu comment c'est abordé, mais j'imagine vraiment que en fonction de comment on va, prendre en charge un groupe d'enfants, on va contribuer à avoir un impact sociétal, et dans la réduction de ces inégalités pour plus tard. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, c'est vraiment le sujet qui, moi, me fait vibrer aussi, Mmh. la réduction des inégalités. Hem, D'ailleurs, pendant mon diplôme universitaire de neuroéducation, j'ai monté, avec une équipe d'enseignants-chercheurs, heu, un projet sur, le langage, facteur clé de réduction des inégalités. Ouais. Ce qu'on a appris dans, mon donc dans ce diplôme, que j'ai suivi, c'est qu'effectivement, le les facteurs, socio-économiques d'une famille sont tout à fait en relation avec, les réussites, académiques, qui suivent, Mmh. Mmh. et que le niveau, de vocabulaire et de langage que les enfants ont entre 0 et 3 ans, en fait, indique après la réussite scolaire qu'ils vont pouvoir avoir. Et on sait Mmh. que la réussite scolaire, c'est vraiment, heu, central, dans nos sociétés, puisque, Mmh. sans réussite scolaire, c'est plus difficile, tout est plus difficile. Mmh. Et donc en fait, ça m'a vraiment intéressée parce que, souvent, j'ai entendu, qu'en fait, entre 0 et 3 ans, il fallait laisser les enfants, un peu tranquilles, qu'ils auraient bien le temps, d'avoir, des apprentissages, qui, en école, les, comme un peu les fatigueraient, ou en tout cas, Mmh. ils ont bien le Mmh. temps. Ils ont bien le temps, Mmh. d'être confrontés, aux apprentissages. Et la recherche, nous dit que, entre 0 et 3 ans, les enfants ont besoin, d'avoir, Mmh. du langage, ont besoin d'apprendre du vocabulaire, ont besoin qu'on s'adresse à eux, qu'on leur parle, Mmh. qu'on leur donne Mmh. le maximum de richesse possible au niveau du langage, parce que, plus ils auront de langage entre 0 et 3 ans, plus ils seront en capacité à l'école, quand, on apprendra à lire, de reconnaître les mots parce ils ont, été confrontés à ces mots, et donc ils les reconnaissent, et la lecture deviendra plus automatique car ils ont déjà ce vocabulaire. Et Mmh. donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée parce que, tous les apprentissages se font avec de l'écriture, avec de la lecture. Si on ne Mmh. maîtrise pas ça, on ne peut pas apprendre. Mmh. Et combien d'enfants, ont des difficultés scolaires parce qu'ils ne savent pas lire correctement? Et donc Ouais. toutes les consignes qui sont données dans n'importe quelle matière passent par la lecture. Que ça Mmh. soit, les mathématiques, la physique, on passe quand même par la lecture. Et donc Bien sûr, ça veut oui. dire que
sans avoir du langage, sans avoir d'abord le langage, puis la lecture, eh bien, on ne peut pas maîtriser les apprentissages parce qu'on ne peut même pas être à l'aise pour lire les consignes. Et donc, Mmh. sachant ça, je me dis, il faut absolument qu'on puisse interpeller les parents, les enseignants, les professionnels de la petite enfance pour leur dire il faut parler aux enfants. Il faut que les enfants étoffent leur vocabulaire. Il faut une richesse de vocabulaire quand on arrive à l'école à 3 ans déjà. Mmh. Et ça Mmh. ne se fait pas en 6 mois. Ça se fait tout au long des années de crèche. Ça se poursuit en école et ça se poursuit tout au long de sa vie. Et donc, c'est quelque chose qui, et qui me motive beaucoup parce que j'ai Mmh. envie que nous puissions participer à la réduction de ces inégalités. C'est vrai. Merci. Et ce que ça me fait, enfin, tu me fais penser à quelque chose d'autre. Enfin, tu me tends la perche par rapport à la peur des professionnels de trop en faire avec les tout petits. C'est probablement lié aussi à la représentation qu'on a de des méthodes d'apprentissage de l'après crèche, de l'après maternelle. Et en fait, quand les professionnels, la majorité du temps, disent oh, il a bien le temps, laissez-le tranquille, c'est avec comme idée après on va le torturer. Et donc il n'est pas encore l'heure de le torturer pour apprendre. Mais finalement, ce que tu confirmes probablement, c'est que l'idée, c'est de leur permettre de rentrer en amour avec l'apprentissage, de rentrer en lien avec cette curiosité, cette facilité qui se met en place par une relation qui est individualisée et qui est, comment dire, agréable, soutenante, valorisante. Et je crois que c'est avec cet amour, enfin, j'utilise le mot amour, mais cette belle relation avec les apprentissages, avec le livre, avec le langage, que l'enfant va continuer en espérant qu'il n'arrive pas à un moment de torture d'apprentissage, mais qu'il va continuer à être dans cet apprentissage en continuité. Tu vois, je pense que c'est aussi une relation émotionnelle qui est importante pour le cerveau de l'enfant. C'est toute l'enrobage, je dirais, affectif. Euh, Valorisant, soutenant, qui permet ensuite toute cette créativité qui vient et cet apprentissage qui se déroule à son rythme. Ouais. Et oui, j'aime bien tu vois l'idée d'avoir une boucle, en fait. Souvent, on Mmh. imagine que, on a, une sorte de dissociation entre, la crèche, l'école, c'est pas pareil, et en fait, moi, j'ai vraiment, en tête, quelque chose qui chemine. Oui, on va Mmh. être, à un moment de sa vie, heu, dans une collectivité qui va être appelée crèche, puis, à l'école maternelle, puis, à l'école primaire, au collège et au lycée. Mais tout ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la continuité et on sait que plus, il y a, une, plus la crèche et l'école sont soudées, plus la réussite, des enfants est grande parce qu'il y Mmh. a vraiment une continuité. Donc c'est pas, nécessairement comme une rupture, mais comme une suite et c'est ça qui me semble, important. En fait, on est dans les apprentissages, qu'on soit en crèche ou en école maternelle ou en école, primaire à partir du CP ou à partir, du collège. On n'est simplement pas dans les mêmes apprentissages, Mmh. mais on Mmh. a la même direction. On a cette attention pour le bien-être de l'enfant, puisque s'il n'est pas bien, il peut pas explorer et donc il peut pas apprendre. On a cette envie de leur transmettre aussi des apprentissages fondamentaux. À la crèche, ça va être le langage, ça va être, la vie en collectivité, heu, le travail, sur, heu
être, en harmonie avec, une personne qui va accompagner, cet enfant qui arrive et cetera. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui va se travailler en crèche. À l'école maternelle, on va travailler d'autres choses, toujours dans la continuité, Mmh. c'est-à-dire, heu, arriver à se repérer, ce qui est la même chose en crèche. On se repère dans les lieux qui sont autour de nous, on rencontre de nouvelles personnes, des nouvelles façons de faire. C'est voilà, c'est quelque chose, Mmh. qui va être travaillé et on va ajouter aussi les apprentissages fondamentaux, mais qui ne peuvent se faire que si on a la sécurité Il y a la affective base, bien nécessaire. sûr. Heu, Mmh. donc j'aime Mmh. beaucoup, Stanislas Dehaene, qui est heu, aussi un scientifique, qui fait beaucoup de neuroéducation et il parlait effectivement, puisqu'il a été au conseil scientifique de l'éducation nationale pendant un temps, il parlait des piliers, de l'école et effectivement, il parlait des apprentissages fondamentaux qui sont, la lecture, l'écriture, les mathématiques, heu, mais qui ne peuvent pas se faire sans le pilier, Mmh. du bien-être, en fait. Et oui, Bien sûr. effectivement, Oui. on a Mmh. tous en tête, ça et simplement on ne le fait pas pour des enfants du même âge et donc il faut qu'on Mmh. s'adapte aussi à l'âge des enfants qu'on a en face de nous. Merci et ça me fait penser aussi au fait que, donc toi tu es pédagogue Montessori comme tu l'as dit, directrice, d'école actuellement et tu, probablement cette formation et l'ensemble de tes des recherches, de ta curiosité autour de ce DU parce qu'il est j'imagine qu'il n'a pas commencé, qu'il ne s'arrête pas, autour de ce DU. Mais, en quoi, les recherches en neuroéducation viennent conforter l'intuition de Maria Montessori et de la pédagogie Montessori qui souvent quand même est vue ou bien oui est perçue et avec crainte comme quelque chose d'un petit peu hasardeux quoi tu vois enfin, ce qu'on peut entendre, je crois, il y a beaucoup de choses qu'on entend qui sont complètement à côté de la véritable pédagogie, en tout cas de la philosophie. Et je vous invite à écouter le podcast qu'on a pu faire sur ce sujet. Mais en quoi il y a la neuroéducation vient conforter la pédagogie Montessori. Alors, tu as utilisé le mot intuition, donc Mm. ça faisait partie de ma réponse, mais Mm. Montessori, pour moi, elle est très précurseur, hein, dans son Mm. approche. Déjà, Maria Montessori, elle n'est pas pédagogue, hein, elle est scientifique, Mm. elle est médecin. Mm. Et ça donne quand même un peu une idée, de la façon dont elle a mené ses recherches et dont elle a, travaillé, sa pédagogie. Heu, je trouve que ça déjà c'est intéressant ce côté, scientifique, observation et c'est ça aussi qui me plaisait, dans le DU, de neuroéducation. Elle avait cette espèce d'intuition comment accompagner, le développement, cérébral de l'enfant, pour lui proposer une éducation qui répond à son développement et à ses besoins. Donc ça, je trouve, effectivement que c'était très intéressant. À l'époque, elle n'avait pas, la possibilité, de vérifier ses intuitions de manière scientifique avec, tout ce qu'on a aujourd'hui, Mm. les IRM et cetera, qui nous permettent d'aller un peu plus profondément, dans la connaissance du cerveau. Mais elle disait, «Le bébé raisonne avant de marcher». Ça, j'aime bien cette phrase parce que beaucoup de pédagogues se réfèrent à Piaget, pour, la compréhension du développement cérébral des enfants et Piaget voyait un développement très cérébral. Pardon, un développement cérébral très linéaire, pardon, Très excuse-moi. linéaire, oui. Mm. Et Maria Montessori, intuitivement dit: «Non, le bébé raisonne avant, de marcher». Donc ça voudrait dire qu'effectivement cérébralement, on ne se construit pas uniquement, en sensorimoteur avant, d'être, plus dans un raisonnement, voilà. Ça, je trouvais déjà qu'il y avait des intuitions qui me parlaient et puis elle dit aussi: «On grave dans la mémoire de l'enfant absolument comme un burin incise la pierre. L'enfant est avide de saisir, c'est un véritable accumulateur».
Et ça, effectivement, je trouve que c'est très parlant de son intuition et de comment elle voyait, le développement de l'enfant. Elle parlait aussi de périodes sensibles et aujourd'hui, on sait qu'il y a des périodes de grande plasticité cérébrale. Donc encore une fois, ces intuitions sont aujourd'hui validées. Ça ne veut pas dire que, il faut, ne jamais se questionner, sur Oui. ce qu'on nous donne comme, réflexion autour des pédagogues, qu'on a autour de nous. Et ça ne veut pas dire non plus que à partir du moment où quelqu'un dit: «Je suis Montessori», tout ce qui sort de sa bouche est, Mmh. parole, Mmh. sacrée. Ça veut Mmh. dire simplement que, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui aujourd'hui, on remarque scientifiquement que Mmh. c'est Mmh. cette direction-là. Et donc Oui. moi, ça Ouais. m'intéresse, particulièrement, dans, dans la proposition, montessorienne. Et Mmh. comme tu le disais, cette proposition, moi, je la vois comme une philosophie, c'est-à-dire un accompagnement de l'enfant et un cheminement, de l'enfant où on va lui proposer quelque chose qui va répondre à son besoin tout en étant, structuré, en ayant une proposition qui va lui permettre, bon, on en parle toujours, hein, libre dans un cadre qui est structurant, rassurant et qui lui permet d'évoluer à son rythme, et Mmh. en lui proposant heu, des apprentissages et une sécurité. Heu, voilà, c'est Ouais, comme ça que super. je le vois. Complètement, et je pense que c'est comme ça également que nous accompagnons les professionnels des crèches, les petites canailles, parce que effectivement, on a souvent eu beaucoup de questions et de doutes sur la pertinence d'employer le mot Montessori en crèche, de quelle manière, sur quoi on s'appuie. Et vraiment, le discours, en tout cas, qu'on continue à tenir, c'est de s'appuyer sur ce qu'on sait aussi de scientifique, ce qu'on reconnaît de ce sur quoi on peut avoir assez peu de débats, et on aide les professionnels à se recentrer aussi autour d'une intention de ce qui est souhaitable pour l'enfant, de ce qui est de quel est son besoin, et donc toutes ces idées, bien sûr, on les retrouve, et je crois que c'est très rassurant que de voir que c'est complètement corrélé, quoi. Mmh. Ouais. OK. Est-ce que peut-être pour aller sur la fin de l'épisode, tu aurais quelques pratiques, conseils, ressources assez simples et pratiques, en tout cas et réalistes, issues de tous ces apports en neurosciences, en neuroéducation, qui pourraient être utilisés par les professionnels travaillant avec les tout petits ou bien même les parents à la maison? Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment, au démarrage, cette, cette non prédestination. Ça, j'ai trouvé ça Mmh. très, très intéressant. C'est-à-dire Mmh que, mh. heu, on ne peut pas dire à un enfant, enfin on peut le dire, mais ça serait pas forcément, scientifiquement valable. C'est, «Moi j'étais nul en maths, tu seras nul en maths», ou, «Oh bah, c'est normal, tu es nul en maths», ou, on prend les maths parce que les maths sont vraiment quelque chose qui est très, anxiogène pour beaucoup de Mmh. parents. On pourrait prendre ça pour, n'importe quelle matière, ou pour n'importe quelle compétence, et donc en fait, ça, j'ai bien aimé cette idée de non prédestination et de en fait, le cerveau, il est très plastique. Ce qu'on comprend peut-être pas un jour, on peut le comprendre le lendemain. Il y a quelque chose de cet Mmh. ordre-là, Mmh. que j'adore, et que oui, effectivement, peut-être, pour, le jeune enfant, on n'est pas prêt à ça, aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on est Mmh. prédestiné, à ne jamais Mmh. savoir couper avec des ciseaux, ou, ne jamais pouvoir coller un morceau de papier. C'est Mmh. juste, que, à ce moment-là, peut-être on n'a pas, trouvé, la solution, mais ça ne veut pas dire que, le cerveau va pas travailler autour de ça et que, on va pas être en capacité de le faire à un autre moment. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît, et je pense que si nous, adultes, on a déjà ça en tête, ça donne une grande liberté et Oui. une grande, heu
ça enlève ce poids, je pense aux enfants et même très jeunes. De Mmh. l'avoir en tête, ça porte les enfants, C'est vrai. d'une manière, heu, enfin nécessaire. Oui. Heu, Avant de te laisser aller sur le deuxième, peut-être, je fais le lien avec un podcast qu'on a pu faire sur les besoins spécifiques, en tout cas les enfants, même avec des neuroatypismes. Mais ça me rappelle que ce qu'on avait évoqué à l'époque, c'était qu'il faut pas confondre aussi prédisposition et prédétermination, ce que tu mmh, appelles prédestination. Et qu'effectivement, il peut y avoir des enfants avec des besoins spécifiques, des neuroatypismes, des particularités qui font partie de prédisposition, mais qu'il n'en est rien de la prédétermination, il n'y a pas de prédétermination, même depuis une prédisposition. Et ça, effectivement, ça devient particulièrement concret quand on rencontre des professionnels qui, parce qu'elles ont identifié une particularité, un besoin spécifique, un comportement particulier, où elles vont rester figées sur ce qui est effectivement là une prédisposition, probablement neuro, et qui ne pourrait pourtant pas indiquer ce qu'il adviendra pour cet enfant en fonction des propositions qu'on va lui faire au quotidien. bien sûr. Bien Ouais. sûr. J'aime bien cette idée de cerveau, c'est ce qu'on a vu aussi, de cerveau, qui, va être, le résultat, de effectivement un développement, in utero, puis, donc de facteurs génétiques si tu veux et aussi, environnementaux et Oui, complètement. environnementaux, on a tout à faire. C'est, voilà, génétique effectivement, on peut pas, nous, en tant qu'accompagnants, d'enfants, faire quelque chose de ce point de vue-là, mais par contre Oui, environnementaux, on a tout à faire et complètement. en au autant, en tant qu'accompagnant, d'enfants qu'en tant que parent et ça, je trouve ça, en fait, je trouve que c'est, très, heu, excitant. Mm. Voilà, on a un rôle à jouer et est-ce que c'est pas Mm. pour ça aussi, qu'on fait, ce métier? Donc ça, voilà, peut-être un autre podcast, pourquoi fait-on ce C'est métier? ça, Mais c'est ça. Qui pourrait heu, durer 4 heures. Hein. c'est ça, exactement. Le langage aussi, tu vois? Le langage, moi je trouve que ça, parler, Mm. avec, Mm. l'enfant, l'exemple d'un parent qui va dire, par exemple, lors de courses au supermarché à un très jeune enfant, un enfant va dire: «Bah, qu'est-ce que c'est ça?» Une maman qui va dire, «Bah, touche pas, c'est pas pour nous». Bon voilà, c'est la maman A. Une maman B qui va dire: «C'est une aubergine» et puis une maman C ou un papa C ou bon, bah, un parent qui va dire: «Bah, c'est, un légume, qui est, violet, qui peut se manger en le faisant cuire, et parfois on peut rajouter du fromage. Est-ce que tu voudrais qu'on le Mm. prenne pour le goûter? Est-ce que voilà, Mm. bon ça c'est pas Mm. effectivement, ça donne beaucoup de vocabulaire, et donc ça donne du vocabulaire, ça tisse du lien, ça fait, tout un tas de choses, des choses qui sont nécessaires pour, la progression, et la quand je dis progression, c'est aussi, hem, permettre à l'enfant de prendre sa place dans la société et Mm. c'est, moi j'aime bien aussi cette idée montessorienne à mon sens de l'homme de demain. L'homme de Mm. demain, c'est un homme qui fait partie de la société et qui y prend une part active et est-ce que c'est pas ça, qu'on souhaite à nos enfants? Mm. Complètement. Ouais. Mm. Et la dernière chose à laquelle j'avais pensé, c'est la métacognition. Alors ça, Ouais. je trouve super parce qu'en fait, ça on peut faire de la métacognition, avec, tous les enfants, c'est-à-dire, heu, parler du processus qu'on a mis en place pour faire les choses. Et en fait, ce processus-là, il permet, aux enfants d'avoir une sorte il récapitule ce qui s'est passé Mm. et donc Mm. ça permet aux enfants de pouvoir avoir une vision de ce qu'ils ont fait et donc de savoir comment s'améliorer pour la prochaine fois et donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment ça s'est passé?
Et ça, de le Mmh. formuler à chaque fois avec des enfants, même très jeunes, ça permet en fait, c'est quelque chose qui permet vraiment la progression des enfants sur, leurs apprentissages. C'est vrai. En tout cas, oui, mais complètement. Et c'est vrai que si ça parle assez peu, je crois, c'est parce que pour beaucoup d'adultes, la métacognition n'est pas acquise. En tout cas, ce que je peux remarquer, moi, dans le cadre de mes formations, c'est que parler de métacognition, quand pour soi-même, on n'a pas la possibilité de verbaliser sa prise de recul, en tout cas une prise de recul sur soi-même, tu vois, ça peut être une première étape. Euh, et puis, du coup, permettre à ces enfants que ça existe simplement. Et après, pour arriver à ça, mais ce que je remarque comme frein, et c'est pour ça que je t'en parle, et peut-être que tu vas nous aider, mais euh, les professionnels euh, n'ont pas souvent l'impression que ce soit si utile d'avoir cette métacognition pour eux-mêmes. Tu Mmh. vois, quand je dis les professionnels, en fait, c'est les adultes en général, mais moi, je travaille avec des professionnels de la petite enfance, et donc ça peut ne pas être évident. Comment tu les amènerais à ça, toi? Écoute, pour le moment, j'avoue que j'en ai parlé vraiment à mon équipe et Ouais, sur les activités, que nous proposons, d'avoir ces 3 questions, ouais, heu, de, «Qu'est-ce qu'on va faire?» ouais, Comment on va le réaliser et comment tu t'es senti et qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu as ouais, réalisé? Vraiment 3 ouais, questions très simples. Après, ouais. pour les plus jeunes enfants, ça peut être simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qu'on a appris, autour d'un Hmm. livre, autour d'une activité? Ça pourrait être déjà introduire ça, cette Et comment, partie-là. et oui, et la partie émotionnelle dont tu parles, et comment tu t'es senti, comment on s'est senti, Voilà. comment, c'est ça, ouais, ouais, Après, effectivement, c'est vrai que la métacognition, ce qu'on nous, disait, c'était que souvent, c'était proposé à des enfants plus grands. Mais après en avoir parlé avec, heu, la personne avec qui nous présentait, la métacognition lors de mon DU, elle disait: «Mais on pourrait très bien commencer, plus jeune et il n'y a pas de limite et on sait que c'est pertinent au niveau des apprentissages». et de la même C manière que, oui, qu'on Parce modélise, en fait, qu'on on modélise tout, bien sûr, on peut on le fait faire une pour soi-même stratégie. devant lui. Ben C'est une oui, ouais, mm, stratégie. Ça permet d'avoir une compréhension de ce qu'on a fait stratégiquement, au niveau cérébral pour répondre à un, «problème» entre guillemets. Pas forcément une problématique, mais quelque chose mm, qui nous était, donné et comment on a fait pour résoudre ça. c'est ça. Et tu sais, Donc ouais, mais encore une fois, voilà. Et puis moi, tu sais, euh, mon outil principal, c'est la psychothérapie par la pleine conscience, donc c'est complètement faire appel à la métacognition pour soi-même. Euh, le fait de l'exercer à voix haute devant un enfant, c'est aussi lui montrer qu'il y a des choses à dire sur un événement, même qui peut sembler assez court, tu vois. mmh, Le fait de dire à voix haute, moi, en tant qu'adulte, même devant un nourrisson, ah, je me sens comme ça. Ah ben, ce que j'ai fait, j'ai eu l'impression de ça. Si c'était à refaire, peut-être que je referais comme ça. Quand j'ai fait ça, j'ai ressenti ça. Et toi, j'ai l'impression que tu étais comme ça. Enfin, tu vois, de pouvoir mettre des mots sur plusieurs focus sur une même situation. Quand tu dis qu'effectivement, ça s'adresse d'abord au plus grand, comment s'adresser au plus petit? Peut-être c'est le faire pour soi-même devant lui. mmh. Hmm. Après, je sais, si tu veux, c'était vraiment sur des activités en elles-mêmes, c'est-à-dire quand il y a une stratégie à mettre en place pour résoudre une question en lien avec un apprentissage. Donc ça, je trouvais que c'était assez Oui. intéressant parce que les enfants vont être face, dans leur parcours, vont être face à des problématiques scolaires. On va leur demander de résoudre quelque chose et s'ils n'ont pas de stratégie pour résoudre les choses, c'est compliqué. Et donc, en fait, c'est comme si on leur donnait une expérience de comment on peut se questionner pour pouvoir résoudre tout haut. Et après, quand Mmh. ils seront, face à quelque chose, qui leur demandera d'établir une stratégie, ils auront déjà le code, qui est utilisable pour résoudre la stratégie, enfin pour, proposer pour avoir une stratégie pour résoudre la problématique qu'ils rencontrent.
Voilà. Mmh. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que pour moi aussi, Montessori, on va proposer aux enfants des expériences pour pouvoir comprendre où ils se situent dans le monde. Donc dans le monde, ça veut dire dans la collectivité dans un premier temps, voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut établir une stratégie dans la cour si on a besoin de quelque chose, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, dans toutes les différentes parties de leur vie, ils vont devoir effectivement avoir une stratégie pour. Alors, Complètement. quand on dit Ouais. stratégie, ce n'est pas quelque chose de C'est pas un machiavélique, hein, mot on est sacré, d'accord. bien sûr. C'est, Oui, oui. c'est Oui, juste oui. comment on fait pour quand on est face à cette situation. Bien Comment je sûr. peux faire? Oui. Voilà. Oui, et c'est pour ça que je parle de petits événements, même, enfin de petits événements du quotidien qui finalement vont pouvoir, en tout cas un regard qui va pouvoir s'appliquer à des apprentissages et des activités spécifiques avec des stratégies bien identifiées. Mais je crois que toutes tes stratégies, tu vois, si pour diluer un peu sa partie sacrée et machiavélique comme tu dis, toutes tes stratégies et tout est regardable et tout peut être regardé avec sens pour pouvoir libérer cette forme de créativité sur voilà l'orientation prise après une chose ou une autre quoi. Voilà, tout à fait. Enfin, c'est presque philosophique, mais je me comprends. Ok. Merci beaucoup, Emma. Je pense que on n'a pas fait le tour, mais en fait, on a déjà vu énormément de choses bien, très précieuses, en tout cas pour nos auditeurs, j'en suis sûre. Je te remercie beaucoup pour ta générosité. J'aurai l'occasion peut-être probablement de t'inviter pour d'autres thèmes pour aller plus loin, parce que tu vois, je pense au langage, on aurait pu aller beaucoup plus loin, à l'intention professionnelle, on l'a dit, enfin voilà, sur plein de sujets. Euh, on aura l'occasion de continuer l'échange, je crois. Avec plaisir. Et peut-être pour finir avec ma petite question signature, est-ce que tu as une idée de thème ou d'invité que tu verrais bien sur le podcast Les petites transmissions à mon micro? Alors écoute, j'ai Josette Serre que Mhm. j'ai eue aussi en formation, qui, à mon avis, mais je crois que tu l'as déjà Elle est reçue. déjà, oui, j'ai déjà reçu, mais on aurait effectivement plein de sujets à aborder. Toi, tu voyais quel sujet? Alors, avec elle, pas un en particulier. J'ai eu D'accord. une formation sur le développement du cerveau du jeune enfant, donc bon, ça c'est Hmm. toujours intéressant. Ensuite, j'avais Stanislas Dehaene que j'ai quand même un peu cité. Ouais. Je voulais faire un peu une recommandation de livre. Il a écrit un livre qui s'appelle Apprendre et qui est vraiment fabuleux, Hmm. qui vulgarise très bien, donc qui est très facilement euh, on peut le lire sans problématique. Et puis j'aime bien, alors je continue, je suis désolée, comment il envisage les quatre piliers de l'apprentissage, qui sont des piliers vraiment euh, fondamentaux, avec Hmm. l'attention, l'engagement actif, la correction d'erreurs et la consolidation, et le sommeil, qui fait Hmm. partie de la consolidation. Ça, je trouve ça très intéressant aussi. Et puis, j'aime beaucoup comme il vulgarise les choses pour être très compréhensible. Voilà. Après, Hmm. je te dis deux autres noms. Il y a Grégoire Borst qui a fait plein de choses sur France Inter, des podcasts. Et que j'ai cité en démarrage. Et puis, Olivier Houdet aussi qui a fait Oui. des recherches sur les 3 systèmes cognitifs. Moi, ça, ce thème-là, les 3 systèmes cognitifs, je trouve ça très intéressant aussi. Hmm. Heu, donc voilà, enfin plein de choses à prendre et à découvrir pour certains, certaines, et puis à vraiment à investiguer pour pouvoir être plus capable de répondre aux besoins des enfants. Super, génial, merci beaucoup. Merci Emma pour ces échanges et tous ces conseils que je note. Je remettrai toutes les informations dans la description de l'épisode ainsi que les contacts pour te contacter. Peut-être je mettrai ta page LinkedIn si ça te va ou Oui, si des personnes ont des questions pour aller plus loin. Merci encore
pour, Merci à toi. si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre quelques étoiles, en commentaire et peut-être quelques questions auxquelles, nous prendrons plaisir à vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour des petites transmissions.